Bonjour à tous et bienvenue à cette première séance de cette série de conférences sur l'antisémitisme contemporain qui s'intitule Repenser le monde juif après le 7 octobre. Donc c'est une série de conférences en langue française, mais une traduction simultanée vous est offerte qui vous pouvez l'accéder de la manière dont c'est décrit dans le chat. Et donc, cette série de conférences vous est offerte par ISGAP, par l'Institut Jonatas de Bruxelles, en collaboration avec la revue K. Je m'appelle Balázs Berkovic, je suis chercheur postdoctorant à l'ISGAP, chercheur au Compare Center de l'Université de Haïfa ainsi qu'à l'Université juive de Budapest. Et on a l'immense honneur et plaisir d'avoir aujourd'hui un Bruno Carsanti, un philosophe, professeur à l'UHUSS et membre du comité de rédaction de la revue K, qui va nous parler aujourd'hui sur l'antisémitisme qui vient. Je vous rappelle que la présentation va durer à peu près 40 minutes, après laquelle vous aurez la possibilité de poser des questions pendant 15, 20, 25 minutes maximum. Euh, Merci beaucoup, Bruno, pour avoir accepté l'invitation et je te donne la parole. Merci Balázs, merci de m'avoir invité. Donc je vais vous présenter euh, une analyse de ce que je pense être l'antisémitisme qui prend forme sous nos yeux depuis, je pense, le début des années 2000, mais dont le visage s'est clarifié et s'est précisé euh, depuis le 7 octobre. Donc depuis 2 ans, on voit cet antisémitisme, au fond, représenter un acteur politique important autour duquel le débat politique en Europe et aux États-Unis, le débat politique dans le monde occidental, disons, s'est organisé, s'ordonne. euh, voilà. Alors, je parle depuis l'Europe surtout, je parle depuis la France comme étant le pays où vit la plus grande communauté juive européenne, et je parle depuis la France où je crois que les traits de cet antisémitisme sont particulièrement visibles. En même temps, tout ce que je dis vaut, à mon sens, pour la situation européenne. J'expliquerai pourquoi je distingue l'Europe des États-Unis à la fin de mon exposé, les deux étant évidemment des figures du monde occidental, mais ce sont deux figures qui, en ce moment, doivent être, je crois, distinguées. Voilà. Alors, dans le monde qui est le nôtre post-1945, post-Shoah, l'antisémitisme est une position euh, généralement, très généralement réprouvée. Elle est légalement sanctionnée, donc du point de vue officiel, elle est réprimée, elle est interdite, hein. Des positions antisémites peuvent s'affirmer, elles sont en général marginales et elles savent qu'elles risquent, en s'affichant comme antisémites, en se disant explicitement antisémites, elles savent qu'elles se placent hors la loi. C'est une remarque triviale, une remarque très simple, mais elle est très importante parce que je pense qu'elle rend saillant, visible, le problème que nous avons, l'incompréhension que nous avons sur le fait suivant. Euh, les raisons des polémiques que déclenche l'analyse de l'antisémitisme, les raisons des polémiques que déclenchent les actions pour combattre
l'antisémitisme sont obscures. Voilà. Elles sont obscures. Elles sont obscures si il est vrai que l'antisémitisme est unanimement ou quasi unanimement réprouvé, combattu dans nos sociétés. Pourquoi, comment se fait-il alors que des polémiques ne cessent d'émerger sur son analyse, la nécessité de l'analyser, la nécessité de le voir, la nécessité de le combattre. Voilà. Ça, c'est le premier étonnement dont il faut partir pour parler de l'antisémitisme aujourd'hui dans le monde occidental. Alors, l'hypothèse qui vient et qui est, à mon sens, la plus crédible est qu'il y a dans cet embarras le maintien, la perpétuation d'un malaise, hein, à propos du fait juif. Voilà, je le dis de façon très générale, je vais essayer de préciser quel est ce malaise à propos du fait juif qui s'exprime dans le fait qu'on n'est jamais d'accord sur le fait que c'est de l'antisémitisme, hein, et la charge de la preuve incombe aux juifs, hein, la charge de la preuve incombe aux juifs, c'est de l'antisémitisme, et euh, tout doit être fait pour le connaître et pour le combattre. Hein. Tout cela n'est pas évident, et c'est le signe qu'un embarras, un malaise à propos des juifs persiste dans les sociétés européennes, occidentales, post-Shoah. Donc, mesurer la haine, euh, attester de sa gravité, mettre en œuvre une politique pour contrer l'antisémitisme, c'est de cela qu'il s'agit dans les polémiques qui font rage dans nos sociétés. Alors comment, dans ces conditions, redonner une évidence au combat contre l'antisémitisme, à l'objectivation de l'antisémitisme, comment le relancer, l'imposer? Je propose, j'ai proposé dans plusieurs textes, d'en passer par une analyse de l'embarras lui-même, une analyse des difficultés même, une analyse des discours, donc embarrassés sur l'antisémitisme. Et une analyse donc de ces polémiques, des controverses, si vous voulez, sur l'antisémitisme. La sociologie des controverses est un axe de la sociologie contemporaine. Il faut la mettre en œuvre pour traiter de ce phénomène. Or, très peu de centres de recherche le font. Présenter des recherches, demander des financements pour des recherches sur les controverses à propos de l'antisémitisme, hein, est une tâche ardue. J'ai pu le tester dans mon propre laboratoire de recherche, hein, vis-à-vis des instances nationales. Il n'est pas facile, hein, d'imposer ou de rendre nécessaire le soutien à ce genre de recherche, et ça fait partie du problème. Alors, entrons donc dans le problème lui-même. Si l'antisémitisme est réprouvé et que pourtant le combattre, l'objectiver, hein, fait l'objet de polémiques, c'est que le déni de l'antisémitisme s'est incorporé à l'antisémitisme. Voilà. Proposition simple. Le déni, le fait de dire que ce n'en est pas, hein, fait partie du problème de l'antisémitisme. Alors, de cette situation découle une méthode. La méthode, c'est la suivante, et c'est celle que je vais adopter dans cet exposé. Je vais commencer par décliner les écrans, les obstacles qui s'érigent contre l'objectivation et la dénonciation de l'antisémitisme. Et ensuite, seulement après être passé par ces remarques, obstacles, écrans, négatifs donc, j'en viendrai à un portrait consistant, positif de ce qu'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Mais c'est uniquement après avoir fait cette critique au sens de Kant,
Vous savez, Kant a écrit la critique de la raison pure. Hein. Ce qu'il nous faut écrire à ce propos, c'est une critique de la raison antisémite. Hein. Nous en sommes exactement là. On en est au besoin d'écrire politiquement une critique de la raison antisémite. Et c'est ça la première partie de mon exposé. Ensuite, après avoir fait cette critique de la raison antisémite, on peut qualifier le type d'antisémitisme auquel on est confronté. Alors, la critique de la raison antisémite. Première remarque, c'est la remarque la plus générale. On n'arrive pas à constituer l'antisémitisme comme un problème public. Alors, là aussi, je vous ai dit, la sociologie des controverses, qui est une discipline, une sous-discipline de la sociologie qui s'est développée depuis les années 90, peine à se saisir des controverses autour de l'antisémitisme. Bon. Et une autre branche de la sociologie devrait être convoquée, c'est tout simplement la sociologie des problèmes publics. Comment se constitue un problème public? La sociologie sait le décrire, ça. Il y a des ouvrages qui traitent de la façon dont, historiquement, par exemple, l'alcoolisme est devenu un problème public. Nous devrions être en mesure, là, étant donné la montée objective, enregistrer correctement des actes antisémites et des paroles antisémites en Europe depuis le début des années 2000, la croissance continue de ce phénomène, nous devrions être en mesure d'expliquer que ce phénomène doit être, pour l'ensemble des sociétés européennes, un problème public dont elles s'emparent et qu'elles traitent. Or, cette sociologie des problèmes publics, du problème public de l'antisémitisme, peine parce que l'antisémitisme n'est pas constitué en problème public. Faut-il attendre des dirigeants politiques de l'État qu'ils le constituent en problème public? Ça n'est pas comme cela que se constitue un problème public. Un problème public ne se constitue jamais avec simplement des acteurs situés au point des représentants politiques, exclusivement des représentants politiques. Constituer un problème public suppose que s'articule une série d'acteurs. Et dans ces acteurs, pour la constitution d'un problème public, figurent, pas seulement eux, mais figurent aussi le monde académique et le monde éducatif. Un problème public, c'est l'imposition à la conscience collective de ce que un dommage causé à telle ou telle partie de la communauté nationale ou des communautés nationales est le problème de tous. Voilà, c'est ça un problème public. Qu'un dommage causé à un segment de la société concerne toute la société, pour des raisons qu'il faut démontrer. Bon. Ça suppose que différents acteurs, qui ne sont pas simplement des politiques, mais qui sont aussi des acteurs du monde académique, du monde de la recherche, du monde de l'éducation, des travailleurs sociaux, coopèrent pour que se constitue ce problème public. Or ça, on n'en est pas là. On n'en est pas là. De toute évidence, ça n'a pas lieu. Ce qui a lieu actuellement, on le voit, c'est une réaction au niveau de l'État, au niveau des États, au niveau des dirigeants politiques. Là, en France, cette semaine, un projet de loi va être présenté à l'Assemblée qui propose d'abord de nommer et d'identifier correctement la montée de l'antisémitisme actuel et de mettre en œuvre des mesures pour le combattre. Mais on revient à ce que je disais au début, ce projet de loi va faire l'objet d'empêchements, d'entraves de la part d'une grande partie de la classe politique. C'est déjà annoncé, une partie de la gauche, une grande partie de la gauche, va empêcher que cette loi soit votée, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir plus loin, mais ce qui est intéressant là, c'est que le problème public
ne peut pas se constituer parce qu'un accord suffisant entre différents types d'acteurs, là il s'agit des acteurs politiques, mais ça déborde sur le monde académique, hein, un accord suffisant n'est pas possible. Voilà, ça c'est la première remarque. Donc, à propos de la haine des Juifs, hein, la conscience collective n'arrive pas à trouver une base commune. Deuxième remarque, ce blocage a trait à une distinction principale qui ne parvient pas à se stabiliser ou qui est l'objet, là aussi, de controverses constantes. Donc c'est le cœur du problème de l'impossibilité pour l'antisémitisme de se constituer en problème public. C'est la distinction entre racisme et antisémitisme. C'est la distinction entre racisme et antisémitisme qui est au cœur de toutes les controverses. Alors cette distinction entre racisme et antisémitisme, elle était implicite, mais recouverte par un combat commun qui unifiait la conscience collective dans les années 80 et 90. Donc on continuait à distinguer, mais euh, la, les deux mots étaient combattus ensemble tout en étant distingués. Dans les années 80-90, aujourd'hui, poser la distinction, reposer la distinction, hein, est vu comme un objet de controverse, là aussi, et est préempté, donc la distinction, elle est préemptée par des camps politiques opposés. Alors je m'explique. Ce à quoi on assiste, c'est à une distinction entre racisme et antisémitisme revendiquée par une partie euh, de, du champ politique, mais une distinction captée par la droite et l'extrême droite, au prétexte que les Juifs constitueraient une minorité qui doit être défendue sélectivement, sélectivement, en priorité, contre ses ennemis de prédilection que seraient les autres minorités. Ça, c'est le point qui fait que l'extrême droite défend la distinction entre racisme et antisémitisme, mais la défend dans un but raciste. Dans un but raciste. La défend pour isoler une minorité parmi les minorités, dire qu'elle doit être défendue sélectivement et qu'elle doit être défendue sélectivement à l'encontre des persécutions venant des autres minorités ou d'autres minorités, en l'occurrence les minorités postcoloniales. Ça, c'est le premier obstacle à une compréhension saine de la distinction entre racisme et antisémitisme. Mais le deuxième obstacle, il vient de l'autre côté du champ politique. Il vient à l'extrême gauche. À la gauche et à l'extrême gauche. Pas seulement à l'extrême gauche, là, à la gauche et à l'extrême gauche. Et il consiste à dire que les deux mots, hein, sont solubles dans une seule catégorie. Le racisme absorbe l'antisémitisme. Parce que l'identité des sujets du racisme comme de l'antisémitisme, des victimes donc de ces deux mots, hein, l'identité de ces victimes se fond, se dissout dans une identité minoritaire, hein, dans une identité minoritaire
qui est résumée par la catégorie de dominé. Alors, cet antiracisme brandi par l'extrême gauche, mais partagé selon moi par une grande partie de la gauche, cet antiracisme, le problème c'est qu'il se fait, lui, vecteur d'antisémitisme. Il se fait vecteur d'antisémitisme. Alors, de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente, je ne rentre pas pour l'instant dans ces détails, mais je constate qu'il est vecteur d'antisémitisme. Comme l'anti-antisémitisme d'extrême droite est vecteur de racisme, d'accord? L'anti-racisme d'extrême gauche est vecteur d'antisémitisme. Voilà le chiasme dans lequel on se trouve. Hein. L'anti-antisémitisme d'extrême droite, vecteur de racisme. L'anti-racisme d'extrême gauche, vecteur d'antisémitisme. Donc on est dans cette situation où de l'antisémitisme et du racisme passent dans les deux positions, et favorisés par l'une et l'autre position. Alors, dans ces conditions, on voit le problème, il est urgent de réélaborer la distinction entre racisme et antisémitisme. Il est urgent de la réélaborer, il est urgent de la poser. On ne peut pas commencer aujourd'hui, dans les conditions qui sont les nôtres dans les années 2020, commencer en redisant l'universalité de la lutte antiraciste. Ce n'est pas possible. On doit réélaborer cette distinction, mais on doit la réélaborer autrement que ne le font les anti-antisémites qui laissent passer du racisme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça voudra dire réélaborer la distinction et reprendre en charge les manières qu'a eu l'antisémitisme dans son histoire d'être effectivement du racisme. Parce que au long de sa longue histoire, l'antisémitisme s'est articulé à du racisme. C'est vrai. Donc là, il y a un débat historique, sociologique, qui doit être mené et une recherche fine doit être menée pour nous permettre d'avoir la bonne distinction. Donc je laisse de côté cette question, j'y reviendrai peut-être un petit peu plus loin. Troisième remarque sur le blocage, donc les écrans qui s'opposent à une bonne mise en œuvre de la lutte contre l'antisémitisme. Bon, c'est le rôle joué par l'islam politique en tant que doctrine internationale aux relais intranationaux dans l'antisémitisme actuel. Ce rôle peut prendre des aspects très différents. Il se conjugue souvent à des motifs qui n'ont rien à voir avec les musulmans et l'islam, mais il arrive qu'il puise effectivement à des sources théologiques disponibles dans l'islam. Donc, qu'on le prenne dans son expression internationale ou dans ses manifestations aux différentes échelles nationales, nier que l'islamisme soit une facette de l'antisémitisme contemporain très importante, fondamentale, est absurde. Voilà. C'est absurde. Or, sur ce point, là aussi, la conscience collective est bloquée. Elle est freinée dans le fait de reconnaître les deux aspects sur lesquels j'ai insisté, le fait que l'islam politique fait partie des figures de l'antisémitisme contemporain, et le fait que cet islam politique est bien musulman.
qui ne veut pas dire que c'est l'islam en tant que tel qui est antisémite, hein, mais ce qui veut dire que c'est l'utilisation de schèmes de l'islam qui sert à la démonstration d'actes et de jugements antisémites. Voilà. Qu'est-ce qui fait que, sur ce point, la conscience collective est bloquée, le problème public n'arrive pas à se constituer? C'est que cette montée en puissance des arguments islamiste qui donne incontestablement sa force à l'antisémitisme contemporain, une part de sa force à l'antisémitisme contemporain, cette argumentation, cette montée de l'islamisme se produit sur fond général, là, et pas simplement propre au monde musulman, sur fond de montée en puissance de l'antisionisme. Voilà. Donc, la montée en puissance de l'islamisme est favorisée, en tout cas l'impossibilité de dénoncer la montée en puissance de l'islamisme est favorisée par la montée en puissance de l'antisionisme, qui est devenu, au cours des dernières années, une position dont la légitimité et le rayonnement ont grandi. Alors, le point qui nous a frappé après le 7 octobre, et c'est pour ça que le 7 octobre, on peut dire, la période post-7 octobre, a simplement avéré le phénomène. Hein. Mais c'était un phénomène qui précédait le 7 octobre. Mais ce que le 7 octobre a rendu visible, c'est à quel point l'antisionisme précédait la critique d'Israël. À quel point l'antisionisme était, au fond, hein, déjà là et n'attendait pas les actes effectifs de l'État juif pour se légitimer. Alors là aussi, on est très loin des années 70-80. On est très loin des années 70-80, comme pour le racisme et l'antisémitisme. On est très loin avec l'antisionisme, du vieil antisionisme des années 80, qui était un antisionisme porté par le tiers-mondisme et qui était un antisionisme porté par la lutte contre le colonialisme, mais renvoyé à le soutien à des luttes d'émancipation nationale des pays colonisés et ex-colonisés. Là, on n'a pas le soutien à des luttes d'émancipation nationale. C'est pour ça qu'on n'est plus au niveau du tiers-mondisme. On est au niveau d'un antisionisme qui voit dans le sionisme le synonyme absolu du colonialisme en tant que tel, et donc de la violence imposée à des peuples, ou à un peuple, le peuple palestinien, indépendamment des prétentions nationales de ce peuple, indépendamment du projet de nationalisation qui a été porté par ce peuple. L'antisionisme est devenu quelque chose qui n'est plus l'apanage de mouvements d'extrême gauche ou de gauche tiers-mondistes. L'antisionisme est devenu le nom d'une sensibilité à toute lutte anticoloniale, c'est-à-dire à toute lutte contre tout ce qui peut représenter l'État-nation dans sa politique postcoloniale. Donc,
je me résume. Alors qu'on avait un problème à propos de la distinction entre racisme et antisémitisme pour réélaborer un tableau d'ensemble, ici, on a un problème analogue, hein, mais il faut voir de quelle manière, le problème est différent, il faut voir de quelle manière antisionisme et antisémitisme ici communiquent. Quelle est leur corrélation? Ce que l'antisionisme dit, à ce niveau radical qui est le sien et extrêmement diffusé qui est le sien, c'est que l'un des pôles autour duquel s'était organisée la vie juive après la Shoah, après 1945, est coupable. Autrement dit, l'un des piliers de reconstitution de la vie juive post-Shoah doit être détruit. C'est à ce niveau-là que se loge, que doit être détecté son antisémitisme. L'antisémitisme de l'antisionisme tient dans le fait de refuser à la reconstruction de la vie juive post-Shoah, hein, l'un des piliers qu'elle s'est donné. J'en viens maintenant à la quatrième remarque négative. Et c'est à la fois la plus simple et la plus difficile à expliciter. Donc, je dirais tout simplement, ce qui est en jeu dans l'embarras des sociétés européennes, ce qui se manifeste dans cette incapacité à faire de l'antisémitisme un problème public, c'est le refus de voir qui sont les Juifs. Voilà. C'est-à-dire que, au fond de toutes ces difficultés, le socle qu'on rejoint, vous allez voir que c'est avec ce socle qu'on peut mieux qualifier l'antisémitisme qui vient, l'antisémitisme dans lequel on est. Le socle, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit l'identité des Juifs, ce que sont les Juifs spécifiquement. Voir qui ils sont, non pas abstraitement, en tant que sujet collectif intemporel, mais historiquement, dans l'histoire longue de l'Europe et dans l'histoire plus courte de l'Europe, qui est celle de sa reconstruction après 1945. Autrement dit, l'embarras, il tient dans le fait que quelque chose ne peut plus ou ne peut pas être assumé, vu par les sociétés européennes, et plus généralement occidentales, dans ce qui s'est passé après la Shoah et dans ce que sont devenus ou redevenus les Juifs dans la période post-Shoah. Alors c'est ça que je voudrais essayer d'expliquer rapidement, et c'est là que les États-Unis et l'Europe se séparent dans leur manière de prendre le problème. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque post-Shoah pour les Juifs? Ce qui s'est passé, après la destruction donc, des 2/3 du peuple par la Shoah, ce qui s'est passé, c'est que une vie juive s'est reconstruite tout de même en Europe. Elle s'est reconstruite tout de même en Europe sous deux conditions. La première condition, c'est que les États européens, progressivement, mais c'est advenu, ont fait de la lutte contre l'antisémitisme l'un de leurs axes majeurs. Autrement dit, il y a eu effectivement, et lorsque les post-coloniaux le dénoncent, ils ont raison de le dénoncer, ils ont tort de considérer que c'est un mal, mais ils ont raison de le dénoncer, il y a eu effectivement, après la Shoah, l'acceptation par l'Europe de ce que ce crime n'était pas commensurable avec d'autres crimes. Que ce crime était spécifique parce qu'il avait impliqué l'autodestruction de l'Europe. L'autodestruction de l'Europe.
et que en tuant les Juifs, l'Europe euh, euh, s'était auto-affectée, hein, c'est-à-dire s'était engagée dans un processus où elle avait risqué de se tuer elle-même. Ça, c'est la premier aspect de l'histoire de l'Europe post-Shoah, c'est le fait que les Juifs ont pu rester, penser leur euh, appartenance à l'Europe à partir du moment où l'Europe a reconnu et a fait de sa propre politique une politique dont la lutte contre l'antisémitisme était un axe désormais central. Désormais central. Et qu'elle ne pourrait plus jamais être un projet désirable, hein, si la lutte contre l'antisémitisme n'était pas présent en elle. Et puis, deuxième condition de reconstruction, Israël. Israël, comme étant reconnu par l'Occident et par l'Europe au premier chef, comme l'autre pilier nécessaire de la vie juive. Donc, non pas une adhésion au sionisme, mais un crédit accordé au sionisme d'un côté, et de l'autre, hein, une lutte centrale contre l'antisémitisme. Ça, c'est la condition pour que les Juifs puissent persister en Europe, mais c'est aussi la condition pour que l'Europe se reconstruise. Or, c'est exactement à la fin de ce processus qu'on se situe à partir des années 90 et du début des années 2000. Et ce qu'on vit actuellement avec l'incapacité à nommer l'antisémitisme, ce qu'on vit actuellement, c'est le fait que cette histoire des Juifs et de l'Europe post-Shoah est arrivée à son terme. Alors, je pense que ça, c'est c'est le dernier écran. On ne veut pas voir l'histoire des Juifs. Et donc, de même qu'il faut reconstituer la distinction entre racisme et antisémitisme, de même qu'il faut savoir faire le lien entre antisionisme et antisémitisme. Troisième condition pour une reconstruction, hein, faire l'histoire, refaire l'histoire des Juifs dans leur histoire européenne, dont la Shoah est évidemment un seuil majeur, hein, mais où la Shoah intervient sur la longue histoire des Juifs modernes, de l'émancipation, de la construction européenne, et cette longue histoire repart après 1945 en mettant les Juifs au cœur de sa reconstruction et en mettant Israël en appui de cette reconstruction. Donc Israël est lié à l'Europe. Alors vous comprenez maintenant pourquoi j'ai besoin de distinguer l'Europe et les États-Unis pour comprendre cette situation. Les États-Unis sont devenus le plus grand centre juif diasporique mondial de très loin, hein, de très loin. Et pourtant, du point de vue idéologique, du point de vue mémoriel, la question du maintien d'une vie juive en Europe, c'est pour ça qu'on a fondé K, pour tout vous dire, hein, la question du maintien d'une vie juive en Europe a une condition essentielle. Alors, je sais, Balázs, je te vois, je pense que j'ai pratiquement épuisé mon temps, non? Je pense que tu peux encore continuer pendant 5 minutes. Ok, alors je finis en 5 minutes. Donc, maintenant, à partir de ces remarques écran, de ces remarques négatives, de ces remarques sur notre embarras, est-ce qu'on peut définir l'antisémitisme qui vient, l'antisémitisme? En fait, ce n'est pas tant l'antisémitisme qui vient, c'est l'antisémitisme dans lequel on est depuis le début des années 2000 et qui s'est précipité, dont le visage s'est précipité et précisé depuis le 7 octobre. Oui, on peut.
On peut, parce que on voit que cet antisémitisme, il a un trait spécifique. Ce trait, c'est non pas les juifs corrompent les communautés nationales, non pas, donc comme dans l'antisémitisme classique, non pas les juifs sont haïssables par leur désir de séparation, comme dans l'antijudaïsme antérieur à l'antisémitisme moderne, mais les juifs sont haïssables par leur persistance. La façon dont ils persistent en tant que juifs et dont ils disent la nécessaire persistance de l'Europe avec la question juive en son cœur, c'est ça qui est devenu absolument insupportable pour de larges pans de l'opinion publique. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, et ça s'est vu avec le 7 octobre de façon immédiate, hein, la manière dont le refus de voir les victimes juives et la façon dont les portraits d'otages hein, étaient rageusement arrachés hein, des murs où ils étaient affichés, disaient une haine de la persistance des Juifs, de leur comparution dans le monde, dans l'espace public. Voilà. Et cela, je crois que c'est le nœud le plus profond de l'antisémitisme contemporain. C'est un antisémitisme qui a son cœur actif, son foyer actif en Europe en réalité, dont les États-Unis recueillent et réfléchissent quelque chose de leur point de vue. Alors il faudrait sur l'antisémitisme américain avoir un portrait que je n'ai pas le temps de faire ici, mais qui a trait lui aussi à la persistance, mais autrement. Le cœur de ce que je décris est européen et on vit dans un antisémitisme donc, qui est d'autant plus difficile à combattre que les acteurs de cet antisémitisme peuvent, avec sincérité ou avec duplicité, dire qu'ils ne sont pas antisémites. Voilà. Voilà, j'ai terminé, Malache. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation extrêmement riche qui a résumé des problèmes majeurs de manière très concise. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez signaler et donc, oui, je vois pas encore de questions. Euh, bon, bah alors je vais poser une question moi-même, donc les autres vont réfléchir. Euh, donc, tu as parlé à propos de la critique de la raison anti-antisémite. Ce sont vraiment des points extrêmement importants, je pense. Le rabattement de l'antisémitisme sur le racisme. Et, euh, et donc, il y a énormément de questions méthodologiques et de questions politiques qui rentrent là-dedans. Et certainement, le problème de l'antisémitisme pour la gauche ou l'extrême gauche, c'est une espèce de particularité, ce type de particularisme que ce type de gauche ne supporte pas. Donc, fondre dans le racisme en tant que racisme universel, hostilité contre toutes les minorités sans distinction. Alors, les juifs, ils ne doivent pas prétendre à une certaine exception que l'antisémitisme nommerait, n'est-ce pas? Donc ça c'est déjà un point. Mais le deuxième point, c'est peut-être que la définition du racisme que tu as déjà mentionné, c'est-à-dire que le racisme est défini par rapport à la domination sociale, par, Ouais, par ouais. rapport à la hiérarchie sociale. Et dans cette hiérarchie, les Juifs sont considérés comme Dominant. étant sur le pôle dominant. Donc Ouais, à ce moment-là, on voit que l'antisémitisme non seulement est rabattu sur le racisme, mais, ouais, mais ça constitue
un sous-groupe, l'antisémitisme est un sous-groupe du racisme, mais qui est vide, non? Ouais, Donc, exactement. Qui ce n'est sont peuplé par personne. donc Ouais, il y a pas d'antisémitisme, il y a pas de racisme contre les Juifs. Il y en a, mais c'est pas structurel, non? C'est ouais. pas un phénomène social à la fin important. Heu, voilà, son c'est Tu as ouais, entièrement raison. Ça constitue une case vide, en fait. L'antiracisme qui prétend englober l'antisémitisme construit une case vide. Une case vide parce que le critère de définition des racisés, on va dire, c'est d'être dominé. Et donc, si c'est être dominé, effectivement, la, la manière dont les Juifs peuvent se présenter comme victimes d'actes racistes est privée du critère lui-même, du critère de la domination. Alors, je veux juste quand même dire quelque chose à propos sur ce point qui est, à mon avis, pas souvent noté. C'est que euh, les, euh, le racisme met en jeu une logique, en fait, euh, qui puise effectivement à un certain moment de l'histoire des Juifs. Il y a bien eu un moment racial dans l'antisémitisme dont les Juifs ont fait l'objet. Et même, on peut dire que le moment racial, c'est vraiment le moment moderne. Hein. C'est-à-dire, c'est le moment où les Juifs ont fait l'objet de caractérisation biologique, etc. Mais c'était dans le cadre où ils n'étaient pas des dominés non plus. Ils étaient l'objet d'une haine nationale. Ils étaient l'objet de haine nationale. Autrement dit, hein, ce qu'ils subissaient dans leur moment racial, c'était des politiques euh, au nom de la nation. D'accord? Alors, soit des politiques d'État, comme pour le nazisme ou pour Vichy, hein, soit des, des politiques de groupe, hein, comme lorsque des partis antisémites déclaraient leur haine des Juifs au nom des caractères biologiques ataviques, hein, de cette population. Donc c'était un racisme qui n'était pas exactement un racisme centré sur la domination. C'était un racisme centré sur l'épuration de la nation. Hein. Alors, là, en fait, le problème du nouveau racisme, en fait, on ne peut pas faire un portrait du nouvel antisémitisme si on ne fait pas aussi un portrait du nouveau racisme. C'est la manière dont le racisme a évolué, hein, euh, sous la forme d'une perception d'être dominé, hein, sans agent de la domination. C'est-à-dire sans agent identifiable comme un État-nation, hein, qui euh, exerce, hein, cette violence. Donc la domination, ça sert à quoi? La domination, ça sert à dire son infériorité illégitime du point de vue du dominé, mais ça sert aussi à ne pas euh, poser le problème de l'intégration à un corps national. Tu vois? Autrement dit, le nouveau racisme, il n'est pas politique au sens où l'était le racisme dont les Juifs ont fait l'objet, qui était la construction d'un corps national sain et qui devait les expulser dans ce qu'ils étaient en tant que euh, euh, race, voilà, en tant que race. Donc le racisme aussi a changé. Voilà, c'est ça le problème. On doit décrire aussi le changement du racisme. Est-ce que je peux poser une question? On m'entend ou pas? Oui, bien sûr. Je vois des questions dans le chat. Ouais, Je ne ben sais pas si justement, il y c'est... en a plusieurs sur la persistance. Ouais, Et bon, d'une part, de comprendre comment vous arrivez à cette conclusion qui serait extrêmement pessimiste dans la mesure où si l'antisémitisme, c'est
la persistance du fait juif en Europe, la seule manière de l'éliminer, c'est qu'il n'y ait plus cette persistance. Ouais, Et d'un autre côté, j'ai l'impression que, quelle que soit la forme que prend l'antisémitisme, c'est toujours une question de persistance, quelle qu'ait été dans le passé. Et donc, votre conclusion ne répond pas ou ne décrit pas les nouvelles formes de l'antisémitisme, elle donne juste le concept général. Et avant 40, c'était déjà la même chose, et à l'époque de Dreyfus, c'était déjà la même chose. C'est toujours que font ces gens-là qui continuent à être là devant nous et à persister. Donc, en vérité, la nouvelle forme qui est l'antisionisme, l'extrême gauche alliée à toute une série anticoloniaux et autres, c'est quand même celle-là finalement l'explication d'aujourd'hui. Alors, vous avez raison, je suis obligé de préciser ce que je veux dire par persistance pour qualifier vraiment le moment post-2000, d'accord? Post-année 90, post-2000. C'est très juste, vous avez raison. En fait, en réalité, la question de la persistance au niveau général, elle a toujours été là dans les formes antérieures de l'antisémitisme. Qu'est-ce que je veux dire par un antisémitisme exclusivement centré sur cette question? En fait, le problème, c'est que la persistance des Juifs, c'est la persistance de l'Europe. Voilà. C'est ça qui est nouveau. Le concept de persistance, il vaut pour les Juifs et pour l'Europe. Et en fait, ce qui est haï dans la persistance des Juifs par une grande partie de l'opinion européenne, c'est sa propre persistance. Voilà. Je me suis fait comprendre, monsieur? Je comprends mot à mot, mais je ne comprends pas en Alors, quoi sa propre persistance de l'opinion européenne ou d'une partie. Alors, je précise. La persistance de l'Europe, post-45, n'avait rien d'une évidence. Les États-nations européens ont commis un crime qui remet en cause leur projet même à sa racine. D'accord ? Pour persister, l'Europe a dû se lier de nouveau aux Juifs, peut-être pour la première fois consciemment, en disant les Juifs en Europe ne seront plus anéantis, ne seront plus persécutés, ou quand ils seront persécutés, l'Europe se lèvera d'un seul mouvement pour empêcher cela. Ça avait, encore une fois, j'insiste, ça avait deux conditions, ça. Une politique interne et un lien au sionisme. Avec Israël, oui. Un lien à Israël. Donc, persister en Europe, persister pour l'Europe, hein, c'était permettre aux Juifs de persister en Europe. Vous comprenez? Donc, ça a deux versants. C'est la conscience européenne et la conscience des Juifs. Dès lors que la question coloniale est intervenue dans la manière dont s'est reformulée la question européenne, l'Europe, avec le colonialisme, a vécu une remise en cause fondamentale de sa persistance. Vous voyez? Oui. Et là, dans ce dispositif, les Juifs se sont trouvés pris en étau parce qu'ils étaient rejetés du côté de la persistance dont l'Europe ne veut plus. Dont l'Europe ne veut plus. C'est devenu très clair. Merci. Mais ça voudrait dire que pour éliminer l'antisémitisme, il faut que l'Europe accepte sa propre persistance et fasse le deuil de sa mauvaise conscience par rapport au colonialisme ou parvienne à gérer cela. Exactement. Pour moi, c'est l'enjeu central. Ça se passe avec la conscience postcoloniale. C'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas, dire ça n'a pas existé. Le colonialisme a commis ses crimes, la conscience postcoloniale a droit
à un auto-examen et un auto-examen de l'Europe. Mais elle ne peut pas être une cause du renoncement à la persistance de l'Europe. Tout à fait. Et la base du raisonnement devrait être celle du droit pénal, que un fils ne peut pas être tenu responsable des crimes de son père, et par conséquent que les générations actuelles européennes, qui sont d'ailleurs en grande partie ou en partie composées de coloniaux, de personnes venant des colonies, n'est plus Comptable responsable. exactement. Mais évidemment, sous condition que la mémoire postcoloniale se constitue comme une mémoire européenne. Vous voyez, hein. Oui, oui, C'est on ne doit pas un faire du travail sur, négationnisme. voilà, c'est un travail sur les mémoires là qui est en jeu. Et on ne s'en sortira pas, les Juifs ne s'en sortiront pas si ce travail n'est pas fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a d'autres questions dans le chat. Il y a Danny Trom. Euh, Veux-tu poser ta question, Danny? Oui, moi c'est sur Bruno, le point sur racisme, antisémitisme, un peu sur le point de Balach. Il me semble que l'antisémitisme, disons, moderne, celui qui suit l'émancipation, Mhm. pas le prémoderne, celui qui suit l'émancipation, il prend toujours la forme de quelque chose qui ressemble à un mouvement de libération. Je pense que c'est là qu'il y a la différence qui est très presque antinomique avec le racisme. Moi, je serais enclin à non pas dire qu'il y a une différence entre les deux, mais qu'il y a une antinomie entre les deux. C'est-à-dire, c'est même pas c'est pas parce que le nazisme, ce n'est pas parce qu'avec le nazisme, l'antisémitisme a pris une forme raciale que cette antinomie est levée. Parce qu'en réalité, ce que voulaient faire les nazis, c'est se libérer des juifs. Ils ne voulaient pas les dominer, c'est eux qui étaient dominés. Mhm. Et en fait, l'antisémitisme, c'est toujours le problème de la domination de la majorité Ouais. par une minorité. Et Mhm. pas, tu vois, c'est toujours une majorité qui est dominée par une minorité. Ça, je pense que c'est un schème qui est, disons, constant dans l'antisémitisme disons, émancipation. Et là, je trouve quand même qu'on concède trop à nos camarades de lutte. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ouais. mais c'est une question qui se pose, c'est pas la question, disons, générale est-ce que, tu vois, de la persistance, qui est naturellement, qui est le fond de l'affaire, je suis d'accord. Mhm. Mais là, on a un problème d'alliance. Et cette alliance, elle ne peut pas fonctionner dès lors que Si on n'est cède pas à nos reconnu, alliés trop, c'est ça? on concède trop. C'est-à-dire, on concède trop en disant, bon, d'accord, c'est vrai, les Juifs forment une minorité. Ils forment une minorité numérique, mais en fait, ils forment en réalité une majorité dominante, qui n'est pas numérique, mais qui est par toutes sortes de manières dominante. Et l'antisémitisme ne s'est pas a déployé d'énormes efforts pour l'attester. Tu Mhm. vois? C'est Ouais. un énorme travail pour l'attester en réalité, c'est bien la domination. Et elle n'était pas, même pour le nazisme, elle ne se limitait pas du tout au cadre national de l'Allemagne. C'était une libération générale, Ouais, ouais, c'est hein, plus libération de que l'Europe. déjà. Ben oui, et au-delà éventuellement, tu vois. Donc voilà, ben, ça fait partie de nos discussions. Mais je trouve que c'est bien d'entrer cela dans l'équation quand même. Alors, Disons, des bases de réflexion sur la critique de la critique, tu vois. ouais. Alors, Mm. je te dis pourquoi je tiens à continuer à parler des Juifs comme d'une minorité et pourquoi la question du racisme, je suis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de lien euh, structurel, hein, entre Mm. racisme et antisémitisme, mais il y a quand même eu un lien conjoncturel et ce lien conjoncturel, il faut quand même voir sur quoi il portait. Bon, moi, je suis très
impressionné par, j'ai été convaincu en fait, par la généalogie Yerushalmi Chaube, hein. C'est-à-dire la généalogie du racisme comme ayant son premier opérateur efficace dans l'Espagne du XVe siècle. C'est-à-dire les statuts de la pureté de sang, hein. Les statuts de la pureté de sang, où on aurait le premier véritable schéma raciste moderne, tu vois, qui ensuite sera... Et qui a eu sur les Juifs son, son illustration. Alors pourquoi sur les Juifs? Parce que les Juifs, donc si on suit ce que veut dire Yerushalmi, en fait c'est Yerushalmi qui a dégagé le point dans l'un de ses textes, et ensuite effectivement ça a été très bien développé et illustré par les travaux de Jean-Frédéric Chaube. C'est la question de, de, de ce dont les Juifs ne peuvent pas se débarrasser. C'est la question donc de ce que le baptême même ne peut pas effacer, tu vois, et de ce qui se transmet par le sang. Et donc de ce que ils pourront faire ce qu'ils voudront, hein, ça ne s'effacera pas. Or ça, c'est un opérateur proprement racial, ça, tu vois. C'est-à-dire ça échappe à la volonté des individus. Et donc, chez les Juifs, ça a donné quoi dans le cas de l'antisémitisme? Alors, dans les autres populations, ça a donné les caractères visibles, les caractères ou les traits moraux impossibles à réfréner, etc. Mais chez les Juifs, ça a donné en fait autre chose. Ça a donné le fait que ils sont d'autant plus haïssables qu'ils sont invisibles. Tu vois? Attends, je t'entends pas, Dan. Tu as coupé le son. D'accord, mais c'est précisément parce qu'ils sont invisibles qu'ils montent dans la société de manière Exactement. Donc, du coup, invisible. c'est l'ascension sociale, c'est la mobilité Et sociale. du coup, on retrouve le problème de la On domination. retrouve, ils font Donc, je partie suis d'une d'accord avec majorité. toi, mais disons, la question de la domination est encastrée dans le... Exactement. Mais je suis Exactement. d'accord avec toi, oui, bien sûr. Mais tu vois, et du coup, tu peux pas séparer complètement le schème, parce que le schème racial, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est plus fort qu'eux, Ouais. tu vois? D'accord. Mais la domination, elle est inséparable aussi de la matrice, disons, à l'égard des Juifs. Tu C'est vois, dans la juste, fabrication. c'est C'est juste, pas les Noirs qui montent dans la société. Ils peuvent pas d'ailleurs parce qu'on les voit. c'est ça, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Voilà. Simplement, ce que je te dis, c'est que du coup, si tu veux, tu peux pas complètement détacher le raisonnement raciste, tu vois? C'est juste. Tu peux pas complètement le détacher. Tout dépend où on met la focale de ce qui caractérise en propre l'antisémitisme. Je suis d'accord avec toi. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Peut-être on a juste le temps pour une dernière question, si on peut avoir une réponse très rapide. Raymond Roubat demande quelle place tient dans ce tableau la disparition des Juifs d'Orient et la négation sociologique et historique de ce nettoyage ethnique, inclus dans une justification de décolonisation au mépris de l'histoire réelle de ces communautés. Ouais, je suis d'accord avec ce problème des Juifs d'Orient euh, et, 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 euh, et- et de la négation de leur histoire. Alors, euh, pour les Juifs européens, qu'est-ce que ça implique? Hein. Pour les Juifs européens, bon, ce que j'ai pas dit, qui est pourtant très important dans le fait que ça se reconstruit après 45, c'est le rôle joué par l'immigration euh, post-coloniale juive, hein, dans la reconstitution d'une euh, persistance juive européenne à partir des années 60. Alors ça, bon, d'abord sur le plan empirique, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'était le destin de cette population juive orientale
En fait, elle avait déjà une histoire européenne, cette population juive orientale. C'est ça le point. Elle était parmi les juifs, parmi les populations post-coloniales, elle avait une histoire plus européenne. Je pense spécifiquement aux juifs d'Algérie, mais pas seulement aux juifs de Tunisie et du Maroc, c'est vrai aussi. Une histoire plus européenne que les autres minorités postcoloniales, que les autres populations postcoloniales. Alors, vous voyez, là, il y aurait un élargissement de l'histoire du fait juif en Europe qui s'ouvrirait à une manière plus fine de lire l'histoire postcoloniale que celle qui nous est exigée par les postcoloniaux. Voilà. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord, c'est une dimension de la question, et c'est une dimension peut-être même stratégique pour aborder la question que m'avait posée ce monsieur sur la persistance. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Je trouve effectivement très intéressant l'inscription dans l'histoire de l'évolution de l'antisémitisme et la traduction que vous en faites maintenant. Mais ce qui me semble, compte tenu du thème de l'émission qui est le futur de l'antisémitisme, oui, j'ai l'impression que vous n'incorporez pas un élément qui m'apparaît personnellement fondamental, c'est la résurgence de l'antisémitisme à partir du développement politique qui s'est passé en Israël. ouais, Et avec toutes les conséquences et tout ce qui est lié au phénomène de guerre, je parle bien entendu du 7 octobre, mais plus de la politique israélienne qui, j'ai l'impression, a été le détonateur de l'antisémitisme renouvelé et qui me semble être un des points d'accroche principal de ce que deviendra, ce que devrait devenir la lutte contre le futur antisémitisme. Je voulais vous soumettre ça. écoutez, non, vous avez raison, j'ai peu parlé d'Israël et Alors, euh, je suis contre l'idée, je suis contre l'affirmation qui consiste à dire que l'antisémitisme tel qu'il se développe depuis les années 2000 a sa cause dans le développement de la politique israélienne. Ça, je pense que c'est pas vrai. C'est-à-dire, je pense que euh, c'est un antisémitisme qui n'a pas besoin d'Israël et de la politique israélienne telle qu'elle se conduit pour croître. Voilà. Mais, donc ça c'est la proposition première. Hein. C'est-à-dire qu'il a des causes internes au destin de l'Europe suffisantes pour croître de cette manière. Et si la cause des Palestiniens, les injustices que subissent objectivement les Palestiniens occupent tant la conscience européenne, c'est justement que les causes internes dominent. Voilà. Donc ça, c'est la prémisse, effectivement, c'est ce que je crois. Maintenant, il y a la question de ce que devient Israël. Et la question de ce que devient Israël entre évidemment dans l'équation. Alors je vous dis comment je comprends la façon dont elle entre dans l'équation. Si on part de la conscience post-Shoah avec la double persistance des Juifs et de l'Europe et des Juifs en Europe et dans le monde, hein. Cette double persistance avec deux conditions, donc un combat contre l'antisémitisme constitué en axe central des politiques européennes d'un côté, le soutien à l'existence d'Israël, à ce que représente Israël de l'autre. Donc si on a ce diptyque, si on l'admet, il y a quand même quelque chose qui pèse sur Israël. Qu'est-ce qui pèse sur Israël? D'être un pays qui accueille les Juifs s'ils en ont besoin et s'ils le veulent. Donc, l'État abri. Et donc, qui, en ce sens, participe à la
lutte contre l'antisémitisme en Europe et dans le monde, hein, qui en est un pilier étatique et qui en est le pilier si particulier que, en lui, il ne peut pas y avoir de persécution des Juifs. C'est impossible par principe, hein, parce que les Juifs sont majoritaires. Mais pour qu'Israël corresponde à cette exigence, pèse sur Israël le fait d'être un État de droit conforme aux standards européens. C'est absolument nécessaire. Ça ne peut pas être un État d'une autre nature que ces États européens qui l'admettent dans le concert, pas dans l'entité européenne, mais cet appui extérieur à l'Europe pour qu'elle persiste. Il est nécessaire que Israël se constitue en un État de droit de même nature. C'est pour ça qu'il n'y avait rien d'absurde à demander à ce que, comme l'avait demandé, je sais que Dany, tu aimes ce personnage, Panella, hein, à demander que Israël fasse partie de l'Union européenne. Il n'y avait rien d'absurde là-dedans parce que ça ne faisait que pousser à la limite, hein, un raisonnement qui était historiquement valide, en fait. Bon. Maintenant, dès lors qu'il y a un problème au niveau des droits des minorités, hein, en Israël, et donc dès lors que la question des Palestiniens devient pas seulement la question de l'injustice subie pour une cause nationale empêchée dans son développement, hein, mais une injustice subie par une minorité de cet État de droit qu'est Israël. D'accord ? À partir de ce moment-là, on a vraiment, monsieur, effectivement, un problème. C'est-à-dire, on a le problème de ce que ça se défait, donc ce que je vous ai décrit se défait par deux voies. Se défait par l'effacement de la conscience post-Shoah dans l'histoire de l'Europe, et se défait par la dérive, hein, de l'État d'Israël dans autre chose que ce que le sionisme avait représenté pour l'Europe. Voilà. Donc, je répondrai oui à la question, il y a une cause israélienne. Cette cause israélienne, il faut bien être prudent sur la manière dont on la nomme, on la qualifie, et donc il faut porter la critique là sur la constitution d'Israël, le maintien d'Israël dans le régime d'un État de droit qui respecte ses minorités. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci énormément à Bruno Carsanti pour cette présentation. Et on se retrouve le 5 février avec la présentation de Joël Kotek de l'Institut Jeunesse de Bruxelles. Merci encore et au revoir. Merci. Merci. Merci à vous.